Ce sont les aléas du direct, hein, vous le comprenez bien. Bonjour à tous, je C'est remercie les organisateurs de Super. ce C'est bon, colloque j'ai fait. de nous avoir invités à présenter cette communication sur le retour au local en période de crise. Tandis que la pandémie perdure, le terme crise est associé au coronavirus comme à ses conséquences. Le grec crisis renvoie à l'action de séparer, à la phase décisive d'une maladie ou à la faculté de trancher. Étymologiquement, la crise est donc un révélateur qui appelle l'action. Sous l'influence de Fernand Braudel, les chercheurs ont pu rejeter l'événement ou la rupture pour insister sur le temps long. Pourtant, la crise conserve une valeur heuristique. Plutôt que de l'opposer à la continuité, nous préférons donc l'y articuler. Face à ce qui peut apparaître comme un faisceau de crises globales, sanitaires, environnementales, économiques, voire démocratiques, le discours sur les vertus du local et du rural s'impose aujourd'hui dans les médias comme en politique. Pensons à la vogue de la permaculture ou aux urbains aisés partis se confiner dans leur résidence secondaire au printemps. Mais ce retour au local, soit à un lieu précisément défini par opposition au nomadisme ou aux endroits sans âme, ce retour au local donc n'a rien de nouveau en temps de crise. Voilà pourquoi nous proposons de le mettre en perspective d'un point de vue historique, avant de nous concentrer sur l'étude d'un projet contemporain, le jardin du campus d'Utumo. Les questionnements eschatologiques sont récurrents en temps de crise, en témoignent les réactions aux épidémies et aux changements climatiques intervenus depuis l'Antiquité, comme leurs interprétations. Si nous ne pouvons toutes les passer en revue, nous avons choisi 3 exemples à forte valeur épistémologique. Premier temps de ce parcours, l'Antiquité romaine, et plus précisément la fin de l'Antiquité romaine, et le 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Depuis le XVIIIe siècle et les réflexions de Montesquieu et Gibbon, les chercheurs s'interrogent sur les causes de la chute de l'Empire romain. Les débats historiographiques se concentrent sur l'existence d'une crise du IIIe siècle, entre guillemets, et donc d'une chute, entre guillemets, de l'Empire romain. De fait, les sources littéraires livrent une vision sombre de cette période qui a influencé les réflexions des philosophes et des historiens. Dans ses lettres, Cyprien, évêque de Carthage, insiste par exemple sur les changements climatiques et les épidémies. Cette vision apocalyptique est à relativiser. De récentes études ne révèlent que de faibles variations de température entre le IIe et le IIIe siècle. Il n'empêche que cette littérature chrétienne, prompte à dénoncer la déliquescence des temps en une période de persécution des chrétiens, cette littérature chrétienne, donc, a pu influencer des auteurs comme Montesquieu et Gibbon. Paradoxalement, les écrits postérieurs d'auteurs païens au IVe et au Ve siècle ont accentué cette vision crépusculaire. Ceux-ci, comme Ammien Marcellin ou Zosime, déplorèrent l'effondrement de l'Empire face aux barbares, un empire qu'ils jugeaient quant à eux miné de l'intérieur par les chrétiens, dont la foi avait fini par s'imposer au IVe siècle. Leurs visions influencèrent donc les auteurs ultérieurs, philosophes, historiens, mais dans les années 1970, l'historien Peter Brown a forgé la notion d'antiquité tardive par opposition à ses conceptions déclinistes. Peter Brown a déconstruit ses discours sur la décadence, le déclin de l'Empire romain, en rejetant les théories sur le déclin et les difficultés des 3e, 4e siècles. Pourtant, on assiste désormais à un retour de balancier avec la parution d'ouvrages importants qui reflètent les inquiétudes de notre époque. Nous n'en citerons que 2, et plus précisément le second, celui de Kyle Harper. Harper souligne le rôle du climat et des pandémies, dont la diffusion aurait été accélérée par l'interconnexion des provinces de l'Empire. L'historien propose 4 étapes dans sa chronologie de la fin de l'Empire romain. Ces étapes correspondent soit à des changements climatiques, soit à des invasions, soit à des épidémies, soit à la conjonction de ces 3 facteurs. En conséquence, on observe une diminution des importations lointaines qui sont remplacées à la fin de l'Antiquité par des productions locales et des circuits courts d'échange, ce qui rompt avec les relations entre provinces qui caractérisaient un empire interconnecté. La période, à partir du 4e, 5e siècle, est caractérisée par un déclin urbain et une réorganisation de la société à partir des campagnes. Deuxième temps de notre cheminement, de notre survol, la peste noire qui frappe l'Europe au XIVe siècle. Alors, la tierce partie du monde mourut pour reprendre la formule de Froissart, le chroniqueur Froissart.
Malgré ces pertes, les campagnes connurent ensuite un renouveau. Il n'est que de citer Claude de Seyssel, un conseiller du roi Louis XII au tournant du Moyen-Âge et de la Renaissance. Claude de Seyssel, dans la Grande Monarchie de France, souligne la reprise démographique des campagnes qui s'accompagne également d'un rebond de la production agricole. En Languedoc, ou encore en Normandie, le regain démographique s'accompagne par exemple d'une reprise de la production céréalière qui est particulièrement marquée dans les zones abandonnées suite à l'épidémie, qui sont ensuite réoccupées et remises en culture avec des taux de production tout à fait importants. Après la peste noire, la reprise vient des campagnes. Troisième temps de ce survol, l'époque contemporaine, et plus précisément la période de la révolution industrielle, dont la brutalité ressentie par les contemporains est ici marquée par une représentation, une gravure de Gustave Doré, qui représente donc les pauvres de Londres s'entassant sous les ponts. En effet, la révolution industrielle, amorcée en Angleterre au XVIIIe siècle, est marquée par la machine à vapeur et le recours au charbon, mais aussi par l'exode rural, une urbanisation anarchique et des difficultés sociales. Londres devient alors la ville la plus peuplée au monde, passant de 1 million d'habitants en 1801 à près de 7 millions à la fin du XIXe siècle. Les pauvres s'y entassent dans des quartiers insalubres, comme à Whitechapel, un district de l'East End, vers lequel le vent rabattait les fumées industrielles, causant des problèmes respiratoires, avec le fameux smog, cette fumée issue des usines. Arthur Rimbaud évoque ainsi l'épaisse et éternelle fumée de charbon qui recouvre Londres. Les eaux de la Tamise étaient aussi polluées. L'été chaud de 1858 fut ainsi surnommé la Grande Puanteur. Cette année-là, de fortes températures entraînèrent une baisse du niveau des cours d'eau, qui révéla des boues d'excréments, des cadavres d'animaux et des déchets industriels. Dans ce contexte, et tandis que le marxisme proposait une lecture critique des rapports de classe de la société industrielle, des théoriciens proposèrent un contre-modèle, plus champêtre et surtout caractérisé par sa dimension nostalgique. À la suite des réflexions de Pugin, un Anglais d'origine française, réflexion sur la noblesse de l'art gothique et les vertus des décors naturels, les artistes s'unirent pour constituer les pré-raphaélites. Apparu en 1848 au Royaume-Uni, le pré-raphaélisme ne suggérait pas seulement de revenir à une forme picturale antérieure à Raphaël. Le mouvement aspirait aussi à un retour aux valeurs rurales et à un artisanat d'inspiration médiévale opposé à l'industrie. Un discours chrétien caractérisait le mouvement, les pré-raphaélites estimant que l'enlaidissement industriel heurtait la volonté du créateur, souillant la terre par le charbon et la violence des rapports sociaux. On parle alors du socialisme esthétique d'un John Ruskin ou d'un William Morris. Et effectivement, ici, la campagne anglaise est représentée de façon extrêmement idéalisée par rapport à la brutalité de la ville industrielle, tandis que le christianisme et la valorisation de l'artisanat se retrouvent dans cette toile de John Everett Millais, le Christ dans la maison de ses parents, qui exalte le métier de Joseph le charpentier, qui exalte donc l'artisanat par rapport à la production en série de l'ère industrielle. Cette dimension artisanale et cette glorification de l'artisanat contre le caractère mécanique de la production industrielle sans âme se retrouve ici dans une tapisserie très inspirée des créations de William Morris. Avec cette tapisserie, nous avons la conjonction de l'artisanat, cher au pré-raphaélite, l'exaltation de la nature contre la ville industrielle, et enfin la nostalgie du Moyen-Âge, qui est perceptible à la fois dans la dimension picturale qui évoque les tapisseries de la fin du Moyen-Âge, mais également dans la graphie des lettres qui renvoient à l'alphabet gothique. Toutefois, l'importance du mouvement des pré-raphaélites ne doit pas être surestimée. Ce mouvement est resté circonscrit aux élites cultivées et il finit par délaisser ses aspirations sociales pour privilégier l'idéalisation d'un Moyen-Âge plus chevaleresque qu'artisanal. En témoigne cette très belle toile de Edmund Blake Langton qui représente une vision complètement idéalisée de l'adoubement, revue au prisme de la courtoisie et dans une dimension quasiment néo-romantique, qui reflète bien cette queue de comète du mouvement pré-raphaélite, caractérisée davantage par l'exaltation du Moyen-Âge que par le socialisme esthétique. Toutefois, le mouvement inspira d'autres critiques de la ville industrielle, notamment celles formulées par la suite par Ebenezer Howard, qui inspirait à renouer avec la nature par les cités-jardins. En France, dans une perspective plus politique, on observa à la fin du XIXe siècle l'affirmation d'un agrarisme industriel avec la fondation du ministère de l'Agriculture en 1884
et la défense de la petite propriété paysanne avec les lois Méline. Dans le contexte de la dépression économique de la fin du XIXe siècle, royalistes, bonapartistes et républicains s'accordaient par-delà leurs différences sur la préservation des communautés rurales face à la concurrence économique et à ce qui était alors perçu comme la dégénérescence des villes industrielles, vues comme des foyers d'agitation sociale. Pensons bien sûr à la Commune de Paris en 1871 ou encore à la fusillade de Fourmi le 1er mai 1891. Tous ces discours furent repris et systématisés, plus tard, par la Révolution nationale du maréchal Pétain, après la débâcle française de mai-juin 1940. Sa propagande martela que la défaite de 1940 tenait à l'esprit de jouissance supposé des Français. En délaissant les campagnes pour les villes cosmopolites, livrées à la spéculation financière comme à l'agitation bolchevique, ces Français se seraient perdus. Lui-même propriétaire terrien, Pétain prônait les valeurs familiales et enracinées, par opposition aux Juifs, que la propagande antisémite du régime présentait comme apatrides et hostiles à la communauté nationale. Le slogan « La terre, elle ne ment pas » popularisa ces thématiques en exaltant une France enracinée contre une spéculation financière liée à la City ou liée au supposé nomadisme prêté aux Juifs par la propagande antisémite du régime. L'hebdomadaire La Terre française glorifiait alors l'agriculture et l'artisanat, et l'agronome René Dumont y contribua. Pacifiste et pionnier de l'écologie politique, René Dumont se retrouvait donc dans l'agrarisme de Vichy. Or, René Dumont fut le premier candidat écologiste à l'élection présidentielle de 1974. On le voit ici, en pleine allocution télévisée, brandissant un verre d'eau, l'eau étant une ressource dont René Dumont n'hésitait pas à pronostiquer la disparition pour la fin du XXe siècle. 1974 donc, en pleine période de prise de conscience de l'urgence environnementale. Loin du racisme de Vichy, la sensibilité écologique était alors en train de s'affirmer, notamment au sein du mouvement de sauvegarde du Larzac. Hybride, celui-ci fédérait des paysans du sud du Massif central, en plein renouveau régionaliste, et des hippies rentrés de Katmandou. Divers, ces activistes soutenaient les populations rurales menacées par l'extension de terrains militaires. Ils aspiraient à renouer avec le rapport à la terre, perçu comme abîmé par la société de consommation. Ils s'opposaient donc à l'avènement d'un homme unidimensionnel, pour reprendre le titre d'un essai du philosophe Marcuse, alors très lu. De même, aux États-Unis, dans les années 70, l'État du Vermont vit sa population augmenter de 15% avec l'installation et l'arrivée de hippies qui créèrent des communautés agricoles. Mais nous arrêtons là ce survol qui ne vise pas à noyer le sujet ni à renvoyer dos à dos des courants très divers. Le pré-raphaélisme n'est pas Vichy, qui n'est pas les néo-ruraux libertaires. Il s'agit simplement de sortir du présentisme. Le recours au local apparaît récurrent en période de crise, tandis que ce qui semble nouveau, épidémie, transformations environnementales, etc., a aussi une histoire. Tout comme en d'autres périodes inquiètes, les jardins vivriers sont désormais parés de toutes les vertus. En témoigne par exemple le succès d'un Pierre Rabhi, du reste parfois dénoncé comme passéiste ou trop mystique, par exemple par René Dumont. Nous allons à présent développer un exemple polynésien de retour au local, le jardin du campus d'Utumau. La crise sanitaire interroge la capacité des systèmes de production, notamment industriels et agricoles, à faire face à la crise. Les mesures de protection mises en place à l'échelon étatique incitent à un retour au local dans la consommation, mais aussi dans les actions au sein des agglomérations urbaines. Dans une perspective résiliente, 6 jardins collectifs ont été étudiés. Ces 6 jardins collectifs sont présents dans l'agglomération urbaine de Papeete. Et ces jardins apparaissent, certes comme une réponse à l'augmentation des prix constatée depuis le début de la crise sanitaire, mais avant le déclenchement de cette crise, ils avaient déjà été envisagés comme un moyen d'accéder à une alimentation équilibrée, saine et durable. De plus, les usagers de ces jardins, notamment les étudiants isolés et éloignés de leur famille, constatent que le travail de la terre crée du lien social. Le jardin améliore leur cadre de vie et leur offre une occupation vécue comme apaisante, que beaucoup relient à leur identité polynésienne en invoquant la pratique du whāpu. Entrons à présent dans ce jardin collectif organisé et créé par les étudiants de la résidence universitaire du campus Utumau. Alors, tout a commencé en 2019. Les étudiants ont souhaité mettre en place un jardin pour répondre à leurs besoins alimentaires en produits frais, locaux, cultivés sans intrants et à moindre coût. Ce jardin collectif a été implanté sur un espace en friche,
en forte pente, situé entre les logements étudiants et la résidence internationale. Ce lieu, servant à l'origine de dépôt pour des déchets verts et des déchets de chantier, a incité les étudiants à réaliser ce projet d'embellissement qui s'inscrit dans une démarche certes économique et sociale, mais également une démarche paysagère. Ce jardin est donc géré et entretenu par des étudiants logeant à la cité universitaire. Leurs principales motivations sont d'ordre diététique et financière, et de plus, l'activité de jardinier représente à présent pour eux un loisir de plein air et améliore l'aménité des lieux. Ainsi, une autre finalité se déduit des propos, celle de la qualité de vie au sein de la cité universitaire. Ce jardin collectif associe donc exploitation collective, création de liens sociaux, accueil du public, comme par exemple des classes du collège de Punaoya, collège donc voisin du campus, inscrit également dans le programme de rénovation urbaine du quartier Otumaoro. Alors le terme Faapu, qui signifie, pour résumer, en langue tahitienne, potager, est très souvent employé par les acteurs, tout comme un autre terme, celui de rawi. Le rawi désigne une interdiction temporaire de prélèvement d'une ressource aussi bien lagonaire que agricole sur un territoire insulaire par une communauté. Donc ce terme également de Faapu est loin d'être neutre. Il renvoie à une identité, à une histoire polynésienne. Et nous savons qu'en Polynésie française, les techniques ancestrales et les pratiques coutumières, qui, je le précise, ne s'opposent pas à la modernité, qu'elles soient aussi bien utilisées en mer ou sur terre, sont empruntées au patrimoine culturel polynésien. La référence traditionnelle donne ainsi donc une légitimité historique aux préoccupations environnementales et aux nouveaux modes de gestion des ressources. Et donc face à une uniformisation de la culture qui peut être perçue comme agressive envers les identités culturelles, qui tiendrait même à atténuer les particularismes locaux, le jardin collectif est donc vu comme un vecteur de transmission culturelle qui est sensible par l'emploi du terme Faapu. Précisons aussi que les étudiants qui ont initié ce projet l'ont fait sans connaître le concept de jardin collectif. Et puis, la réalisation d'un jardin sur cette parcelle inoccupée s'est naturellement imposée aux étudiants, confrontés quotidiennement à un espace en friche qui offrait des perspectives d'espoir pluriel, c'est-à-dire aussi bien paysagères, sociales, économiques. Et donc le jardin leur a permis de développer leur envie de nature, en mobilisant des valeurs identitaires et familiales, notamment pour ceux qui ont vu leurs parents ou leurs grands-parents pratiquer le jardinage au travers d'un Faapu. Et donc de par sa position géographique, en bordure du campus, le jardin est caché par les bâtiments, ce qui lui confère un aspect cryptique qui s'adapte parfaitement aux intérêts de ceux qui l'entretiennent. En effet, nous constatons, en milieu urbain, après l'étude des 6 jardins partagés, que les espaces délaissés font souvent naître chez les futurs jardiniers une envie de cultiver la terre, une envie de la partager, de s'inscrire dans un collectif qui se manifeste notamment en milieu urbain. En effet, les lieux abandonnés, alors qu'ils le soient réellement ou perçus comme tels, incitent à la conception de projets, là encore qu'il s'agisse de projets formels ou informels, à l'appropriation de l'espace, notamment urbain, et le plus souvent par ceux qui en ont réellement besoin, comme c'est le cas dans les 6 jardins collectifs. Les étudiants ont donc donné une fonction à ce jardin au sein de l'espace social que représente le campus. La proximité et l'accessibilité du jardin permettent de le contempler, d'admirer le travail accompli. Il y a donc un sentiment de satisfaction. Permettent également de le surveiller, au-delà du fait intrinsèque qu'un tel lieu n'existait pas auparavant sur le campus. Donc ce jardin témoigne de valeurs humaines au sein de la communauté étudiante. Et donc il est intéressant de rapprocher les motivations des étudiants polynésiens de celles qui ressortent des expériences réalisées dans l'agglomération urbaine de Papeete. Les jardins collectifs se veulent souvent à la fois des lieux de rencontre, mais aussi des lieux d'échange, des lieux de partage, voire de démocratie, tout en étant des espaces dédiés à la culture vivrière pour se nourrir plus sainement, tout en cherchant à réaliser des économies parfois substantielles. Alors au cours de l'année 2019-2020, le groupe de jardiniers se composait de 24 étudiants, sans aucune formation en la matière. Le collectif a mobilisé ses propres connaissances à partir de recherches bibliographiques, de conseils recueillis auprès de leurs proches pour façonner leur jardin et cultiver les végétaux. Afin d'optimiser l'espace et les capacités de production de la parcelle, les étudiants ont même développé une sensibilité à la permaculture. En amont de la parcelle, des terrasses ont été aménagées et en contrebas, des plantations jalonnent la pente en s'adaptant au relief naturel. C'est une pratique qui rappelle celle de l'agroécologie.
Les étudiants ont également puisé leur inspiration dans des techniques ayant cours en Polynésie française. Par exemple, la culture sous ombrière, utilisée pour les plants de vanille, le paillage, très pratiqué dans les taraudières, ou encore l'engrais de poisson. Quant à la culture en terrasse, elle a été inspirée des fortes érosions constatées dans certains champs d'ananas en forte pente. Puis, un peu plus en amont de la pente, a été aménagé un bassin. Ce bassin comprend des poissons, mais également des jacinthes d'eau. Bon, c'est pour l'aspect ornemental. Au-dessus, une passerelle a été construite, accueillant un barbecue, une table, un banc artisanal, ce qui finalement souligne le caractère convivial de cet espace ombragé dans lequel effectivement les résidents viennent en fin de journée se détendre. Les jardiniers étudiants ont opté pour une diversité des cultures, en plantant de nombreuses variétés de végétaux et en s'inspirant de la technique du mille-pas, haricots, maïs, courges, où chacune de ces plantes profite du voisinage des deux autres. On y trouve donc des plantes aromatiques et potagères, une plante céréalière, le maïs, des tubercules, manioc, patates douces, taro, et puis des fruitiers, des ananas, des bananiers, des citronniers, des longaniers, des papayers. Donc le principe majeur du jardin repose sur la mise en commun des efforts, jusqu'au partage des bénéfices, qu'il s'agisse bien sûr des récoltes, mais aussi d'aménités. De plus, le jardin partagé favorise l'activité physique, ce qui représente un autre bénéfice évident pour la santé. En conclusion, le jardin collectif remplit tout d'abord son rôle de créateur de liens sociaux au sein de la résidence étudiante. Ensuite, la récolte permet aux étudiants d'économiser leurs ressources financières souvent faibles. Puis, il favorise l'évolution des bonnes pratiques et habitudes alimentaires en privilégiant la consommation de fruits et de légumes frais, bio, bénéfiques à la santé des étudiants, puisque plusieurs étudiants ont même modifié leur alimentation et l'un d'eux, grand consommateur de junk food, l'a totalement changé et est devenu végétarien suite à son expérience de jardinier. Il apparaît en effet que le rapport à l'alimentation est véritablement transformé, ce qui est un bénéfice conséquent pour les étudiants au regard des problèmes croissants que pose l'obésité en Polynésie française et aux aspects sanitaires qui en découlent. Ainsi, un jardin collectif peut favoriser la prise de conscience des problématiques liées à la santé et à l'environnement au sein d'une population. Et puis depuis la fin du mois d'août 2019, l'UPF, l'Université de la Polynésie française, et la mairie de Punaouia, la commune sur laquelle le campus est implanté, dans le cadre d'un programme de rénovation urbaine, le PRU, eh bien, tous deux se sont engagés dans une démarche de campus ouvert avec le quartier Otumaro, qui, je le précise, est le premier secteur prioritaire de la Polynésie française, avec plus de 5000 habitants au sein de ce quartier et des problématiques sociales et urbaines très prononcées. Donc l'objectif de ce PRU, ce programme, est de résorber certes l'habitat insalubre, mais également d'aménager des espaces publics, donc, outre des roues, des servitudes, des trottoirs, mais aussi des aires de jeu, des espaces verts et des potagers collectifs. Et puis bien sûr, le but est également de créer une liaison piétonne entre le quartier et l'université. Donc la réflexion engagée permettrait l'ouverture réciproque des habitants du quartier et de la communauté universitaire, et à ce titre, le développement de jardins collectifs au sein du campus pourrait favoriser la mixité sociale en associant ces populations, qui sont des populations voisines et différentes, qui se croisent mais qui cohabitent peu. Le sentiment de stigmatisation et d'exclusion qu'éprouvent les habitants de ce quartier social pourrait être dépassé par leur inclusion dans le projet des jardins collectifs en collaboration avec les étudiants. Ce qui permettrait donc de valoriser leur savoir-faire, que ce soit par le rapprochement, les échanges, le partage des techniques et des outils, l'entraide, jusqu'à une prise de confiance en soi et envers les autres. Finalement, la biodiversité, au fondement de l'environnement, se joue aussi en ville. Et nous observons, notamment en agglomération urbaine, le développement des jardins collectifs par l'ensemble des acteurs locaux et régionaux. Et ces jardins permettent, par exemple, aux plus fragiles